À Majorque, les montagnes de Tramuntana abritent de lourds secrets. Le sergent Sarah Campos arrive sur l'île pour enquêter sur un meurtre aussi mystérieux que sanglant et n'en sortira pas indemne. Ce n'est pas le sujet du jour de l'heure du crime, mais la Casa Tramuntana, la nouvelle série événement à retrouver en ce moment sur Polar+, disponible avec Canal+. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est une affaire qui marque. Quand vous ouvrez ce dossier pour la première fois, vous tombez sur ces photos, les photos de la scène de crime, les photos du corps de la malheureuse. Ça démontre véritablement une violence extrême. Dans mon réquisitoire, j'ai même parlé de mise à mort. Bonjour, l'ADN est-elle la reine des preuves? Un ADN peut-il en cacher un autre et risquer d'entraîner l'enquête aux portes d'une erreur judiciaire? C'est ce scénario qui s'est profilé dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, l'affaire de la disparition, du viol et du meurtre de Brigitte Didier, une jeune Suissesse de 18 ans. Un mystère criminel total, suspendu donc au seul fil, fragile et ténu, des empreintes génétiques, seule chance de remonter jusqu'au coupable. Il va falloir des années aux policiers pour y parvenir. Grâce au progrès de la science, les traces ADN vont finir par parler, mais en livrant, on va le voir, une double piste. Lequel de ces deux hommes sera-t-il désigné ou pas comme le meurtrier de Brigitte Didier? La seule génétique pourra-t-elle le faire condamner? Questions et bien d'autres que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Brigitte Didier. Juste avant la Noël 1990, cette jeune femme qui habite dans un village du Jura suisse ne donne soudain plus aucun signe de vie. Pas le profil du tout d'une fugueuse, le pire est alors envisagé. Ce 20 décembre 1990, en milieu de journée, Brigitte Didier, 18 ans, quitte la maison familiale à Tavannes, un village du Jura suisse. Cette jeune assistante en pharmacie, fille unique, vit toujours chez ses parents. Elle doit se rendre à la ville voisine, à Bienne, à une quinzaine de kilomètres. Elle va peut-être enfin pouvoir récupérer sa voiture en panne, confiée à un garage du coin. Mais avant cela, elle a rendez-vous chez le dentiste. Brigitte Didier fait du stop, une habitude plus que courante à l'époque sur ces routes suisses. Elle rejoint Bienne et se présente à son rendez-vous chez le dentiste. Elle en sort aux alentours de 15h15. Elle n'a pas pu récupérer sa voiture, le véhicule n'est pas prêt. Elle repart donc en stop. Un témoin se souvient l'avoir vu lever le pouce près du grand garage du Jura, puis plus rien. Sa silhouette s'est effacée du paysage. Le soir, ses parents ne la voient pas rentrer. Les Didier ne s'inquiètent pas outre mesure. Brigitte est une fille indépendante qui aime sortir. Il lui arrive de rentrer à des heures très tardives. Le lendemain, elle n'est toujours pas là. Brigitte mène sa vie, mais elle n'est pas du genre à s'absenter longtemps sans donner de nouvelles. La police est alertée. Les autorités émettent un avis de recherche, mais aucune trace de la jeune femme. Impossible de s'appuyer sur la vidéosurveillance. À l'époque, cette technologie est quasiment inexistante. Le 4 janvier 1991, 16 jours après la disparition, deux enfants qui jouent au pied du viaduc de l'autoroute A16 à quelques kilomètres de Bienne aperçoivent un corps dénudé gisant sur les pierres près d'un pilier en béton. Des enfants qui sont tellement apeurés qu'ils s'enfuient et ne vont donner l'alerte que le lendemain. La police cantonale se rend aussitôt sur place, au lieu-dit Champ de Bougeant, un lieu fréquenté par les promeneurs sous le viaduc de l'autoroute. La victime est en partie déshabillée. Certains de ses habits, son jean et sa culotte sont à quelques mètres du corps, ses bottes également. Le policier chef d'enquête, Fritz von Wartburg, est saisi par la violence de la scène. La jeune femme a été violée. Elle a été étranglée à main nue. Les traces sont encore nettement visibles. Les légistes diront qu'elle a suffoqué et est revenue à elle en essayant de lutter. Elle a été battue. La jeune femme porte 10 traces de coups de couteau, 8 dans le dos, 2 à la poitrine, ainsi que de nombreux hématomes. On s'est acharné sur elle. La police cantonale part à la collecte des indices. Les abords des piliers du viaduc sont ratissés. Après quelques heures de recherche, les enquêteurs découvrent en contrebas un couteau qui porte des traces de sang. Le couteau, 25 cm de long et une lame de 8 cm, est un outil professionnel utilisé par les bouchers. Pendant des semaines, la police va faire le tour des boucheries et des ateliers de découpe du Jura, côté suisse et côté français, pour identifier cette pièce à conviction. Recherche vaine. L'appel à témoins
témoins lancés par les autorités attirent une foule de témoignages, pour la plupart parcellaires et imprécis. Un chauffeur de bus certifie avoir vu le 20 décembre 90, jour du crime, un homme au comportement agité marchant sur la petite route voisine du viaduc, un homme jeune, sportif, qui portait peut-être une moustache. Du sperme retrouvé sur la victime est envoyé à l'Institut médico-légal de Zurich, mais le laboratoire est alors incapable de dresser un profil ADN complet. La science ADN n'est à cette époque pas aussi performante qu'aujourd'hui. Les policiers vont continuer à chercher dans toutes les directions sans savoir précisément quelle est la bonne. Des investigations qui ne vont jamais cesser, même si elles s'avèrent décourageantes. La patience va finir par payer. Après le meurtre barbare de Brigitte Didier, la police suisse enquête dans toutes les directions. Au fil des années, elle va procéder à des centaines d'auditions. Lors des obsèques de la jeune femme, les enquêteurs avaient pris soin de photographier tous les participants, les hommes en particulier, des amis qui sortaient régulièrement avec elle dans les bars ou en discothèque. Tous avaient été entendus sur leurs emplois du temps respectifs, mais aucun n'avait véritablement attiré l'attention. C'est justement pour savoir si l'un de ces individus n'aurait pas échappé à la curiosité des enquêteurs qu'une femme policier, qui n'a jamais traité l'affaire auparavant, est chargée de relire tout le dossier. Un œil neuf qui pointe vite 14 personnes qui mériteraient de nouvelles investigations. Une série de tests ADN est ordonnée pour tous ces individus. On va comparer leur profil avec les traces retrouvées sur le corps de la victime et celles découvertes sur ses vêtements. Cette fois, les résultats sont probants. Surprise, pas un, mais deux profils apparaissent. Deux hommes qui pourraient donc avoir agi ensemble. Décembre 2001, la police du Jura bernois interpelle deux hommes et les place en garde à vue. Le profil génétique du premier match avec le sperme retrouvé dans les parties intimes de la victime. Cet individu ne figurait pas sur la liste des 14 personnes dignes d'intérêt. Son ADN était en fait enregistré dans un fichier criminel. Quand la police l'identifie, Patrick B., 34 ans, est en prison. Il a été condamné en 1997, soit 7 ans après le crime de Brigitte Didier, pour avoir tué un homme fréquentant un club de musculation de la région de Bienne, un meurtre sur fond de concurrence amoureuse pour une même femme. Patrick B. avait tiré à 6 reprises sur son rival. À l'époque de l'affaire, Didier, il avait alors 23 ans, multipliait les petits boulots, notamment celui de livreur. Il est marié et père de 2 enfants. Il avait l'habitude de venir dans le coin du viaduc de l'autoroute pour y promener ses chiens. Il a même travaillé à la patinoire toute proche. Il ne connaît pas Brigitte et dément l'avoir tuée. Si c'était moi, affirme-t-il, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir, je serais un monstre. L'ADN du deuxième homme figure, lui, sur un spermatozoïde retrouvé sur la culotte de la victime. Cette fois, le suspect fait partie de la liste des amis de Brigitte. Laurent Jacot, 37 ans, a été interpellé dans la petite commune de Villeray. Après le crime, il avait déjà été interrogé. Il avait indiqué qu'il connaissait la victime, sans être toutefois un de ses proches. Il expliquait n'être jamais allé chez elle et elle n'était jamais venue chez lui. Cet homme est vite dépeint sous un jour sombre par des témoins, un personnage qui serait fasciné par la violence et les armes. Dans la commune, certains affirment qu'il se promènerait avec un revolver dans la boîte à gants de sa voiture. Cet ancien militaire, désormais à la tête d'une fiduciaire, serait encore un sympathisant du Troisième Reich. Laurent Jacot tombe des nues lors de son interpellation. Il avoue avoir eu un rapport sexuel avec Brigitte avant le meurtre, mais il ne se souvient pas de la date exacte. Il jure toutefois n'être pour rien dans toute cette histoire. Il dit vivre un cauchemar. Patrick B. et Laurent Jacot, tous deux dénoncés par l'ADN, sont placés sous mandat de dépôt. 2 hommes qui sont donc dans le même sac, qui démentent toute implication dans le meurtre du viaduc. Un seul va toutefois demeurer dans le viseur des enquêteurs, mais va-t-il pouvoir être vraiment confondu ? L'ADN ne constitue pas en soi une preuve.
Au mois de février 2002, Laurent Jacquot, ami de jeunesse de Brigitte Didier, est remis en liberté provisoire après 64 jours de détention. Il demeure cependant poursuivi pour la séquestration, le viol et le meurtre de la jeune femme. Il est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer une fois par semaine au poste de police. Il faudra qu'il attende encore 15 mois pour bénéficier d'un non-lieu. L'homme sort groggy de cette épreuve où il a dû se battre pied à pied pour prouver son innocence, comme il le confiait à la radio-télévision suisse. J'ai versé beaucoup de larmes parce que c'est des moments extrêmement pénibles. J'ai été révolté et en sachant qu'on est innocent, on a un énorme sentiment d'impuissance dans la mesure où on ne peut strictement rien faire. On essaye de survivre, on est absolument livré au bon vouloir d'un juge. Les spécialistes de l'ADN n'ont trouvé le concernant qu'une seule trace isolée. Ils ne peuvent pas dire si celle-ci a été déposée le jour du meurtre ou quelques jours auparavant. Les experts confirment que l'ADN déposé sur un textile peut résister longtemps à des lavages. Laurent Jacquot, après avoir fouillé dans sa mémoire et ses papiers, a pu fournir un alibi. Au moment du crime, il était à une vingtaine de kilomètres de Bienne, à la recette fiscale de Saint-Imier. Il réglait des taxes. Il a retrouvé une attestation avec date et heure établie ce jour-là. Patrick B, lui, continue à nier, mais il est dans l'incapacité de fournir un alibi. 10 ans après, il ne se souvient pas. Lors de ses interrogatoires, il a eu une attitude distante, voire même fuyante. Il a refusé de regarder les photos de la scène de crime, indiquant que ça ne l'intéressait pas. Ceux qui le connaissent décrivent un homme qui peut s'avérer violent. Le patron de la salle de musculation qu'il fréquentait affirme l'avoir vu frapper son fils. La compagne de Patrick B confirme des accès d'impulsivité. Les psychologues qui l'examinent disent de lui que c'est un homme narcissique et agressif. Dès que le stress l'envahit, il pourrait se changer en psychopathe. À l'époque du crime, il était alors dans un état de grande nervosité à cause de tensions familiales, un état qui pourrait expliquer un passage à l'acte soudain. Patrick B est peut-être le violeur, mais est-il le tueur ? Oui, répondent les experts selon lesquels Brigitte a été tuée en même temps qu'elle était abusée sexuellement. Patrick B, qui ne va cesser de nier avant de montrer une mémoire de plus en plus défaillante. Il est présenté comme le présumé meurtrier de la jeune assistante en pharmacie. Il sera jugé et risque la perpétuité. Le 17 mai 2005, Patrick B est dans le box des accusés du tribunal régional du Jura bernois, dans la petite ville de Bienne, à seulement une quinzaine de kilomètres du lieu du crime. L'homme, silhouette sportive, cheveux bruns et moustache, ressemble curieusement au portrait robot inachevé dressé juste après le crime sur les indications d'un chauffeur de bus. Patrick B semble ailleurs, pas vraiment concerné par l'audience. Il n'a fait jusque-là aucun aveu et n'en fera pas. L'ADN est la pièce maîtresse de l'accusation, mais la défense conteste ces expertises qui ne seraient pas fiables à 100%. Pour en avoir le cœur net, le tribunal se déplace une journée à Berne pour visiter le laboratoire. Démonstration est faite que ces analyses ont été conduites dans les règles. Après 5 jours de procès, un témoin fait soudain sursauter le tribunal. Cet homme assure avoir alerté la police après la disparition de Brigitte. Il était sûr d'avoir vu s'engouffrer la jeune femme dans un véhicule dont il ne se souvenait plus la marque. Les policiers seraient alors venus l'interroger sur son lieu de travail, une imprimerie dans laquelle, étonnant hasard, travaillait alors Patrick B. Après la visite des enquêteurs, Patrick B serait subitement devenu ombrageux et colérique. Le témoin raconte ainsi avoir été agressé par ce collègue. Il lui aurait serré la gorge en lui lançant ces mots : « Si tu continues à parler de cette histoire, tu verras de quoi on est capable. » Le témoin explique qu'il avait eu peur pour lui et pour sa famille et avait alors décidé de garder le silence. Le 27 mai 2005, Patrick B est condamné à la prison à vie. L'année suivante, la Cour suprême du canton de Berne confirme le jugement. Les juges excluent toute complicité dans ce dossier. Le mardi 20 décembre 2016, Patrick B est à nouveau devant le tribunal régional du Jura bernois pour demander que sa peine soit commuée en un suivi thérapeutique.
mesure qui existe dans le droit suisse. Il affirme n'avoir plus aucun souvenir du crime épouvantable pour lequel il a été condamné et souhaite pouvoir travailler, dit-il, sur son amnésie. Il demande à être aidé pour faire remonter ses souvenirs à la surface. Le tribunal ne donne toutefois pas suite à cette requête. Patrick B, qui serait enfermé dans une amnésie qu'il paraît trop difficile à authentifier et à diagnostiquer, demeure emprisonné à perpétuité à la prison de Thorberg, dans le canton de Berne. Des parents de Brigitte Didier, Thérèse et Serge, présents au procès de 2005, sont morts de chagrin. Thérèse puis Serge quelques années plus tard. Serge Didier, qui avait quitté la villa familiale pour aller vivre dans un appartement du village de Tavannes, avec pour seul souvenir, avant de disparaître, 3 albums photos consacrés à sa fille. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.